Émilie n'avait jamais été du genre à courir après les émotions fortes. À 32 ans, sa vie était une routine faite de moments tranquilles et d'obscurité feutrée, où les ombres des grands maîtres de la peinture s'étendaient dans son atelier. Restauratrice d'art à Lyon, elle se trouvait à l'intersection de deux mondes, celui du passé, figé dans la toile des siècles, et celui du présent, où elle était un témoin discret, presque invisible. Les journées se suivaient dans une danse de pinceaux et de pigments, réparant ce qui était fragile et perdu. Mais cette routine, ce cocon d'intimité silencieuse, semblait de plus en plus comme une cage dorée. Ces week-ends étaient consacrés à la famille. Des dîners dominicaux, toujours les mêmes conversations, les mêmes visages familiers. Sa mère, vive et exigeante, était toujours là pour rappeler, sans le dire explicitement, qu'Émilie n'avait pas encore trouvé le bon homme. Sa sœur, Camille, vivait à l'étranger, un fantôme qu'Émilie n'avait plus vu depuis des années. Les échanges familiaux se résumaient à des lettres et à de brèves conversations téléphoniques. Les silences étaient devenus plus fréquents entre elles, comme si une distance invisible avait peu à peu gagné leur lien. Émilie n'avait jamais connu le grand amour. Elle avait connu l'affection, l'admiration, mais jamais cette passion dévorante qui bouillonne dans les jeunes couples et fait battre les cœurs avec une force inouïe. Les hommes étaient pour elle des figures floues, des souvenirs de soirées passées sans grande émotion. Sa vie avait toujours été marquée par un respect profond pour les choses anciennes, les objets fragiles, les histoires non racontées. Mais ce soir-là, un soir d'automne pluvieux, quelque chose allait briser sa tranquillité. Ce soir-là, Émilie s'était réfugiée dans un café, un petit endroit discret qu'elle fréquentait souvent après une longue journée de travail. La pluie martelait les vitres, et la lumière chaude de l'intérieur semblait presque irréelle par contraste avec la grisaille de la ville. Elle était en train de lire un vieux livre sur les techniques de restauration des fresques médiévales, quand, soudain, un homme entra précipitamment, trempé jusqu'aux os. Il secoua la pluie de son manteau noir, et, sans un mot, s'installa à une table voisine. Elle l'observa discrètement, comme elle avait l'habitude de le faire avec tout le monde. Il était grand, d'une stature imposante, mais sa posture était remarquablement réservée. Ses yeux étaient d'un bleu profond, un bleu mélancolique, qui semblait observer quelque chose au-delà de l'horizon visible. Son visage était marqué par des traits délicats, mais d'une certaine froideur. Il dégageait une aura d'inaccessibilité, comme un homme qui portait son passé sur ses épaules sans vouloir en parler. Émilie n'aurait jamais imaginé que ce moment allait changer sa vie. Un bruit soudain, un renversement de tasse, et l'homme, sans le vouloir, heurta son bras. Le café se renversa sur le livre qu'elle tenait. Ils échangèrent quelques mots maladroits d'excuses. Elle s'excusa aussi, gênée, avant de lui tendre une serviette en papier. Il lui sourit, un sourire furtif, puis se présenta, Nathan. Ce fut comme si le temps s'était suspendu. Ils continuèrent à échanger, d'abord par des banalités, puis peu à peu sur des sujets plus personnels. Nathan parlait peu, mais chaque mot semblait peser lourdement, comme si chaque phrase était mesurée et calculée. Ce qu'Émilie découvrit, c'est qu'il était un homme à la fois mystérieux et fascinant. Il ne se livrait jamais entièrement, mais d'une manière étrange, il captait son attention, comme si quelque chose d'invisible les reliait. Les jours qui suivirent cette rencontre se remplissaient de leurs conversations. D'abord, des discussions autour de l'art, des livres qu'ils aimaient, des films qu'ils avaient vus. Mais peu à peu, ils commencèrent à se retrouver de plus en plus souvent, presque chaque jour. Ils parlaient des heures durant, souvent en silence, simplement à savourer la compagnie de l'autre, un confort rare et précieux. Au bout de 3 mois, ils se marièrent. Ce fut une décision impulsive, presque irréfléchie, mais une évidence pour Émilie. Il n'y avait pas de grande festivité. Ils étaient seuls, à peine quelques amis proches, une cérémonie intime dans un petit hôtel particulier de Lyon, avec un dîner simple mais élégant. Elle s'était sentie plus vivante ce jour-là qu'en toute sa vie. En cet instant, elle n'était plus la restauratrice, la sœur, la fille. Elle était simplement une femme qui avait trouvé un homme avec qui tout semblait possible. Mais la suite des événements apporta un voile sombre sur cette passion naissante. Émilie avait une sœur, Camille, qu'elle n'avait pas vue depuis une éternité. Camille, 3 ans plus âgée, avait épousé Samuel, un homme mystérieux, dont Émilie se souvenait à peine. Leur mariage avait été précipité, tumultueux, et leur séparation rapide, marquée par une trahison dont on ne savait rien, si ce n'est que Camille en avait souffert profondément. Après le divorce, elle s'était envolée vers des horizons lointains, coupant tout contact avec la famille. 6 mois après son mariage, Émilie reçut une lettre de Camille,
annonçant une visite surprise. La surprise fut d'autant plus grande que Camille n'était jamais revenue depuis son départ. Lors d'un déjeuner familial, Émilie insista pour que Nathan rencontre enfin sa sœur. C'était une occasion qu'elle attendait depuis si longtemps, réunir sa famille, son passé, et l'homme de sa vie. Mais dès que Camille et Nathan échangèrent un regard, quelque chose dans l'air se brisa. Camille pâlit, son verre trembla dans sa main, et Nathan détourna les yeux. Le silence s'installa, lourd, pesant, comme si un secret indicible flottait entre eux. Ce n'est qu'après le départ de Camille, une fois que la porte se fut refermée derrière elle, qu'Émilie sentit l'irréparable se produire. Le monde autour d'elle sembla s'effondrer, car elle comprit, dans son cœur, qu'une vérité qu'elle n'avait jamais imaginée s'était insinuée dans son existence. Et cette vérité allait changer tout ce qu'elle croyait savoir sur son mariage, sur sa famille, et sur l'homme qu'elle aimait. 2 jours après cette rencontre fatidique entre Nathan et Camille, Émilie reçut un appel de sa sœur. La voix de Camille, habituellement si calme, tremblait légèrement, une hésitation étrangère dans ses mots. Elle avait demandé à voir Émilie seule, en privé. Lorsqu'Émilie arriva chez Camille, la pièce était froide et silencieuse, comme si le temps lui-même avait suspendu son vol. Camille l'invita à s'asseoir, son regard fuyant, difficile à soutenir. Les mots étaient là, suspendus dans l'air, avant que Camille ne brise finalement le silence d'une voix basse et grave. « Émilie, Nathan n'est pas celui que tu crois. Il s'appelait Samuel. C'est mon ex-mari. » Le monde d'Émilie sembla se dérober sous ses pieds. Elle se leva d'un coup, stupéfaite, incapable de croire ce qu'elle venait d'entendre. Une bouffée de colère monta en elle, un réflexe de défense. « Tomens, tu es jalouse. Tu veux détruire ce que j'ai trouvé. Tu veux tout gâcher. » cria-t-elle, ses poings serrés contre sa poitrine. L'idée d'une trahison aussi profonde lui semblait insupportable. Camille ne répondit pas. Elle se contenta de prendre un dossier épais, contenant des photos jaunies par le temps, des documents légaux, et des messages échangés entre Samuel et elle avant leur séparation. Elle les posa lentement sur la table, un silence lourd s'installant entre elles. Émilie trembla en feuilletant les pages, reconnaissant le même homme sur les photographies, le même regard perçant, les mêmes traits marqués, les mêmes lèvres. Samuel. Il était là, sous ses yeux, mais transformé. Il avait changé de nom, d'identité. Il avait disparu du jour au lendemain après leur divorce, s'évanouissant dans la brume d'un passé qu'Émilie ignorait. Camille la regarda, impassible, tandis qu'Émilie, les mains tremblantes, chercha des explications, des justifications dans les mots qui se bousculaient dans sa tête. Comment n'avait-elle rien vu? Pourquoi n'avait-elle rien deviné? Émilie, le cœur lourd et les jambes chancelantes, se rendit chez Nathan dès le lendemain. Elle avait besoin de réponses. Elle n'était pas prête à croire Camille, pas prête à accepter que sa vie, qu'elle pensait avoir bâtie sur des fondations solides, ne soit qu'une illusion. Mais les preuves étaient là, irréfutables. Elle n'avait plus le choix. Elle devait savoir, coûte que coûte. Nathan la reçut dans l'appartement qu'ils partageaient, son regard évitant le sien. Il savait. Il savait que ce moment arriverait. Et il avait peur. Il avait peur de tout perdre, de tout briser. Mais il n'avait jamais voulu lui mentir. Il l'aimait, sincèrement, plus que tout. C'était une vérité qu'il avait eue, qu'il avait rongée de l'intérieur. Quand Émilie prononça son nom, l'ancien nom, celui qu'il portait avant de changer de vie, un frisson parcourut son corps. Il la fixa, ses yeux tristes, remplis de honte. « Je ne pensais pas que tu étais sa sœur. » Il hésita avant de poursuivre. « Quand je t'ai rencontrée, j'ai ressenti quelque chose de réel, de pur, quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur de te perdre, de tout gâcher. C'est pour ça que je n'ai rien dit. » Émilie le regarda, stupéfaite, son cœur battant la chamade. Elle avait cru en lui. Chaque moment passé ensemble lui semblait maintenant falsifié, comme une pièce de théâtre jouée par des acteurs dissimulant leurs vraies intentions. Mais Nathan n'avait jamais voulu la manipuler. Il avait simplement cherché une échappatoire, une nouvelle vie, loin des fantômes de son passé. « Tu m'as fait devenir la deuxième épouse d'une même famille, Nathan. Un lien que personne ne doit franchir. » Les mots d'Émilie étaient un poison, une vérité qu'elle crachait avec amertume. « Tu m'as trahi, et tu m'as fait trahir ma sœur. » Nathan baissa les yeux, les larmes brûlant ses paupières. Il avait agi par instinct, par amour, mais dans ce monde de faux-semblants,
il n'avait vu que des ombres. Il n'avait pas vu la douleur qu'il infligeait. « Je suis désolé, Émilie. » Il murmura ces mots, mais ils semblaient vides, sans poids. Trop tard. Émilie se replia sur elle-même. L'atelier d'art, cet espace qui avait été son refuge, devenait soudainement une cage silencieuse. Elle n'arrivait plus à travailler. Ses mains, qui autrefois donnaient vie aux tableaux abîmés par le temps, restaient maintenant inertes. Les souvenirs de Nathan, de son regard, de sa tendresse, étaient désormais imprégnés de trahison. Chaque coin de son appartement semblait chargé d'une vérité insupportable. Elle arrêta de sortir, évitant les regards, les questions. Les gens, les collègues, sa famille, tout devenait trop lourd. La peine de sa mère, les murmures de la famille, tout cela la submergeait. La honte se transforma en une douleur sourde, une douleur qui la rongeait de l'intérieur. Nathan, quant à lui, tenta de la reconquérir. Il lui apporta des fleurs, lui écrivit des lettres, s'agenouilla devant elle, suppliant pour une chance, une dernière chance. Mais chaque mot qu'il prononçait était comme une nouvelle lame dans son cœur déjà brisé. « Pourquoi ne m'as-tu pas tout dit ?» était la question qu'elle lui répétait sans cesse, mais il n'avait pas de réponse à offrir. Il avait voulu fuir, oublier, mais la vérité était là, infranchissable. Et Camille, dans tout cela, Camille s'éloigna de nouveau, comme elle l'avait toujours fait. Après des années de silence, après avoir tout enduré, elle n'arrivait plus à regarder Samuel, ou Nathan, comme elle l'appelait désormais. Trop de blessures, trop de souvenirs. Elle s'était exilée pour échapper à ce monde, à cet homme, et revenir dans cette réalité déchirée la replongeait dans un abîme qu'elle n'était pas prête à affronter. Elle n'en voulait pas à Émilie. Elle savait que sa sœur ne pouvait pas savoir, ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. Mais cette histoire, leur histoire, était une douleur trop grande. Elle ne voulait plus croiser Nathan, ni vivre dans l'ombre de ce scandale. Elle préférait partir, se protéger, fuir une fois encore. Émilie se retrouvait seule, au centre de cette tornade, un cœur brisé entre deux amours, deux trahisons. Le mari qu'elle avait épousé et l'amour qu'elle avait cru trouver s'étaient transformés en un cauchemar qu'elle ne pouvait pas échapper. Le lien sacré du mariage, de la famille, tout cela était désormais perverti par la vérité. Après des mois de silence et de retrait, Émilie ressentit le besoin irrépressible de fuir, de se déconnecter du monde qui l'avait vue sombrer. Elle partit pour la Bretagne, dans la maison que sa grand-mère lui avait laissée en héritage. La maison était isolée, nichée sur une falaise surplombant l'océan. L'endroit avait toujours eu pour Émilie un pouvoir apaisant, une sorte de refuge où elle avait grandi, loin des tracas du quotidien, loin des disputes, des mensonges et des faux-semblants. Là, face à l'immensité de l'océan, Émilie se sentit à la fois petite et infinie. Les vagues déchaînées, les tempêtes qui balayaient la mer, lui rappelaient la violence intérieure qu'elle ressentait depuis la découverte de la vérité. Mais en même temps, il y avait quelque chose de calme dans cette immensité. L'océan, avec son rythme régulier et ses marées, lui offrait une forme de constance que la terre ferme ne lui donnait plus. Les premiers jours furent marqués par un silence total. Émilie ne parlait à personne, sauf à la mer, comme si chaque vague était un écho de ses pensées les plus profondes. Puis, un soir, dans le creux de la nuit, elle trouva la force d'écrire. Écrire pour ne pas sombrer, se dit-elle. Écrire pour exister à nouveau. Elle n'écrivait pas pour raconter sa douleur, mais pour poser des mots sur une vérité qu'elle avait enfin acceptée. Elle avait besoin de raconter cette histoire de façon brute, sans filtre, sans la fausse pudeur des conventions sociales. Elle se libérait en écrivant, comme si chaque mot posait un pas vers sa guérison. Son livre, L'étranger de mon sang, ne fut pas simplement un exorcisme personnel, c'était un acte de rédemption. Elle n'évitait pas la souffrance qu'elle avait vécue, mais elle choisissait de la traverser. À travers l'histoire d'une femme trompée et trahie, Émilie se découvrait une nouvelle forme de puissance. Elle se dévoilait, mais dans un espace où la souffrance était partagée, comprise et non condamnée. À sa grande surprise, le livre fut un succès immédiat. Non pas parce qu'il était spectaculaire, mais parce qu'il résonnait profondément avec ceux qui l'avaient lu. Le public fut bouleversé par la sincérité du récit. Émilie n'avait pas cherché à se faire plaindre ni à se venger. Elle avait choisi d'écrire la vérité, sans phare. Son récit était une confession, une catharsis, mais aussi un acte de guérison. La manière dont elle décrivait la souffrance, la trahison et la reconstruction touchait une corde sensible chez les lecteurs.
Beaucoup d'entre eux voyaient en elle une héroïne silencieuse, une femme qui avait choisi de se relever, de se réinventer à partir des débris de son ancienne vie. À travers ces mots, Émilie devint une voix respectée. Elle n'était plus la jeune femme naïve qui avait été trompée, mais une auteure, une conférencière invitée à parler de l'amour, du pardon, de la mémoire et de la résilience. Les questions sur l'amour et la vérité étaient devenues son terrain de réflexion. Elle disait souvent « La vérité n'est pas toujours belle, mais elle libère, même lorsqu'elle brise ». Ces conférences devinrent des lieux de partage, où les gens venaient chercher des réponses à leurs propres souffrances. Elle parlait de la douleur de la trahison, mais aussi de l'importance de l'affronter pour ne pas être prisonnier d'une version falsifiée de la réalité. Elle expliquait que la vérité, bien que difficile à entendre, permettait une forme de rédemption personnelle, de renouveau. En l'acceptant, on pouvait enfin se reconstruire. Pendant ce temps, Camille revint lentement en France, mais de manière différente. Elle était revenue pour régler des affaires familiales, mais quelque chose avait changé en elle. La femme brisée, rongée par les blessures du passé, avait trouvé une forme de paix, même si elle portait encore les cicatrices invisibles de son mariage avec Samuel. La réconciliation entre les deux sœurs ne se fit pas d'un coup. Ce fut un processus lent, fait de petites étapes. Camille n'avait jamais pardonné à Nathan ni à elle-même, mais elle comprenait mieux maintenant la douleur de sa sœur. Elle n'essayait plus de fuir, elle se confrontait à ce passé difficile. Elle demanda pardon à Émilie, non pas pour ce qu'elle avait fait, mais pour son silence, pour avoir caché la vérité trop longtemps. Les deux sœurs commencèrent à se parler à nouveau, à se retrouver peu à peu dans une forme de complicité silencieuse. Elles n'avaient plus besoin de tout dire pour se comprendre. Il y avait quelque chose de plus fort maintenant, un pacte silencieux, une promesse de continuer à avancer, malgré tout. Émilie n'eut plus jamais envie de se remarier. Le mariage, tel qu'elle l'avait connu, portait désormais un poids trop lourd. Elle avait appris à aimer autrement, à se réconcilier avec elle-même avant tout. Elle se sentait libre, mais d'une liberté marquée par la douleur et la sagesse qu'elle avait acquise au prix de nombreuses épreuves. Mais, parfois, lorsqu'elle se promenait au bord de la mer, quand l'horizon se perdait dans une brume douce, elle repensait à Nathan. Elle se demandait, dans le silence de la nuit, s'il l'aurait aimée différemment s'il lui avait dit la vérité dès le début. Peut-être aurait-elle pu l'aimer malgré tout, peut-être aurait-elle accepté ses imperfections. Mais elle n'eut jamais cette réponse. La vérité, même la plus douloureuse, n'était pas suffisante pour sauver ce qu'ils avaient eu. Et dans le fracas des vagues, elle entendait parfois un écho du passé, comme un dernier murmure de l'amour qu'elle avait cru sincère. Mais cet écho s'éteignait bientôt dans l'immensité de la mer, emporté par les marées. Émilie avait trouvé son propre chemin, loin des illusions, loin des mensonges. Elle était devenue plus forte, plus sage et plus libre.